vous qui attendez impatiemment ces programmes que vous aimez bien, l'émission Grand Homme, Grand H, avec votre homme de serviteur Doudou Montiri et toute l'équipe en place. Déjà, je vois Mouro Djamé qui réalise cette émission. Je vois notre très cher exploitant Bruno Nzinga. Il y a Kifou Dieu merci, Fiston Atonga, Christian Banjolo. Et à la prise des vies, nous avons notre très cher Olivier Longwango. Merci beaucoup. Et Alain Kabongo, coordination, Romain Makoda, Makonda, excusez-moi, programmation. On va recevoir un grand ce soir que vous allez découvrir. Grand par son savoir-faire, grand par ses réalisations et grand par ses idées. Voilà, alors lui s'appelle Monsieur Déo, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Bonsoir, Monsieur Déo. Bonsoir, je vous salue, monsieur, et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Voilà, s'il y a des éléments que moi je n'ai pas épinglés, s'il y a des surnoms, s'il y a des sobriquets, parce qu'on doit vous connaître à fond, vous pouvez quand même ajouter. Monsieur Déo, tout simplement. Non, c'est pour les intimes. Monsieur Déo Bizibou Balola, comme vous avez dit, je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et des questions administratives. C'est ça, bien entendu. Questions politiques, et pour ceux qui me sont intimes, eh ben, ils disent Bisbal. Ils résument les deux noms et puis ça passe comme ça, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur Déo. Avec vous, d'abord, la première partie, la première rubrique, c'est la présentation et votre biographie. Qui est monsieur Déo Bisbal pour les intimes? D'abord, quand vous parlez de grand homme, je ne sais pas. Je me contente de faire ce que je peux et à chacun d'apprécier. Votre mission s'appelle Grand Homme, vous m'avez invité, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Dirais-je, je suis Déo Bizibou Balola. Je suis né d'une famille de 9 enfants. Oui. Je suis le seul garçon sur 9. Donc, 8 filles, le seul garçon, c'est moi. Eh bien, et mon enfance, le début, c'est au Sud Kivu. J'ai fait l'école primaire au Sud Kivu. À Bukavu, précisément, à l'école Bolo 3, donc à l'école des garçons. Eh ben, je suis venu faire les études secondaires au Congo central, précisément dans la ville de Boma. Et c'est là que j'ai mon diplôme d'État. De là, je suis venu à l'université de Kinshasa, où j'ai pu obtenir mon diplôme en sciences de la communication à l'UNIKIN. Brièvement, sur le plan des études, c'est ça. Eh ben, sur le plan professionnel, j'ai eu à faire des... En fait, il était prévu que j'aille continuer les études à Lubumbashi, mais il y a eu ce qu'il y avait eu à l'époque donc à l'époque de l'épuration ethnique des non-originaires, les années 1990, ce qui m'avait retardé ici un peu à Kinshasa en attendant. Il fallait se débrouiller, faire des coups de main à gauche, à droite. J'ai été à l'ONATRA, j'ai été à la CV Maboma, et puis j'ai travaillé chez l'Isadel, assainissement ici à Kinshasa. Et voilà, et puis après la fin de mes études, j'ai été retenu assistant à l'UNIKIN. Je suis allé continuer à Bukavu, au centre universitaire de paix. Eh bien là, c'est surtout ma vie, c'est plus l'activisme politique. L'activisme politique. Parce et cela te justifie par quoi? Non, c'est-à-dire que je suis sensible à la politique depuis que je suis très très jeune. Je suis de ces jeunes-là très rares, en effet, à avoir refusé d'aller en Europe. Vous savez, quand on évolue au Congo central, les années 1990, eh ben, la vie, c'était la vie en tout cas. Même ici à Kinshasa, vous entendez les gens dire non, non, Kokende Mikili, Kokende Mikili. Donc je suis en tout cas l'un de ces rares-là à avoir refusé d'aller en Europe. Pourtant, j'avais toutes les opportunités. Pour ceux qui ne le savent pas probablement, j'avais été adopté par une famille quoique natif du Sud Kivu. Mais j'ai été adopté à Boma par une famille, la famille Mvemba Julien. Mon fils d'ailleurs, mon premier fils porte son nom. Parce que c'est papa qui a fait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Sur le plan moral, les vertus, c'est ce papa-là. Eh bien, lorsqu'il est mort entre mes mains ici à l'hôpital Yolo médical, la famille avait voulu me récompenser. Et comme il avait des enfants qui étaient déjà en Europe,
Ils ont voulu m'amener en Europe en ce moment-là pour en guise de reconnaissance par rapport à tout ce que j'avais pu... parce que tous les enfants étaient partis en Europe. Et j'étais resté seul à m'occuper de ces vieux couples-là. Donc on voulait m'amener. Moi j'ai dit non, je ne vais pas en Europe. Je préfère rester ici au Congo, chez moi, pour que nous transformions les Congos. Et en ce moment-là déjà, je suis à l'UDPS. Donc je suis à l'UDPS, aujourd'hui ça me fait 30 ans à l'UDPS. J'ai gravi tous les échelons presque à l'UDPS. En fait, j'ai commencé par la JUDPS, Ligue des jeunes, donc à ce moment-là, j'ai gravi les échelons. Ben, lorsque nous on a grandi très vite parce qu'en 1997, lorsque l'AFDEL prend le pouvoir, beaucoup de nos aînés sont partis adhérer à l'AFDEL qui chicotait les gens en ce moment-là. Et nous avons décidé de tenir le front. Le président fédéral de Boma à l'époque, Longonzita, avait été élu dans les élections à main levée, maire de la ville de Boma, et tout son comité l'avait suivi. Et Kinshasa avait dû investir les comités fédéraux de la JUDP, Ligue des jeunes. Il a investi le comité fédéral UDPS. C'est comme ça que nous on est passé directement de la Ligue des jeunes, directement, donc de cadets vers les aînés directement. Donc j'ai gravi tous les échelons de l'UDPS. Je suis venu ici au comité national à Kinshasa en 2004. Le comité national là qui était dirigé par Valentin Moubake, j'étais dedans. Eh bien, jusqu'en 2006, lorsque je vais chez moi, là où je suis né, au Sud Kivu, me rendre compte que le parti avait des difficultés, eh bien, je me suis dit, mais le travail que j'ai eu à battre pour le parti au Congo central, pourquoi l'avoir fait au Congo central et pourquoi ne pas le faire au Sud Kivu? Voilà pourquoi j'avais dû, après tentative de ramener les acteurs à mettre la main à la pâte, j'avais dû démissionner du comité national de l'UDP, si c'est Kinshasa, pour aller m'occuper de la fédération de Bukavu. J'étais président fédéral de l'UDPS, fédération de Bukavu, de 2007 à 2012. Ah ben, ma vie c'est particulier parce que il y a une époque très importante de ma vie. Lorsqu'en 2011, le président Tshisekedi, à l'issue des élections que vous connaissez de M. Ngouemulunda, eh ben, lorsque le président Tshisekedi appelle le Congolais à lui amener M. Kabila ligoté, eh ben, je suis ce président fédéral là de l'UDPS qui avait fait le maquis. Donc j'ai fait 4 ans sans avoir ma famille. 4 maquis pour ramener absolument, M. Kabila. Comment absolument, ça absolument, il le fallait. Mais écoutez, lorsque d'abord il y a un ouvrage qui est en chantier, qui est en train d'être écrit, et dans ce sens-là, eh ben, bref, j'ai fait le maquis contre M. Kabila, M. Kabange, parce qu'il fallait faire partie du pouvoir. Eh ben, c'est tout un chapitre. Et vous avez osé? Absolument pas. Je ne pouvais pas comprendre qu'un homme comme de la trempe de Tshisekedi Omulumba, qui a engendré autant d'enfants, qui a formé des milliers, des millions, qu'une année après qu'il ait lancé un appel, et que personne n'ait répondu à son appel, je me dis, ça ne va pas. Eh ben, je suis celui-là exactement qui a dit non. Un grand homme comme ça ne lance pas un appel et que ça reste comme ça, que ça se termine en l'air. Ben, j'ai fait le maquis, et Dieu merci, j'en suis revenu, et là c'est le miracle aussi. Sans dossier compromettant, je suis là devant vous. Je viens de Bukavu, là où c'est de Bukavu que je viens pour venir ici à Kinshasa. Tout Bukavu me connaît, je lance chaque fois le défi. Nous sommes là pour le changement. Et voilà pourquoi je dois beaucoup au président Tshisekedi Omulumba, qui m'a formé. Et sur les traces de qui je continue à être, oui. Votre apport, je ne sais pas, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous avez rapporté à l'UDPS? Et surtout, votre apport aussi pour le développement de notre pays. Ah bon, pour l'UDPS, d'abord, je peux vous dire que de Kassangoulou jusqu'à Mwanda, je travaille pour l'UDPS depuis 1991 jusqu'à 98. Presque jusqu'à 2006 d'ailleurs, avant de quitter Kinshasa pour le Sud Kivu. Tous les comités fédéraux, tous les acteurs du Congo central aujourd'hui à l'UDPS, ce sont les personnes avec qui j'ai eu à travailler au Congo central. Donc de toutes les 5 fédérations, Cataract, Lukaya, Matadi, Bas-Fleuve, Boma, Mwanda, ce sont les miens avec qui j'ai eu à travailler. Et comme je vous dire, le Congo central, c'est aussi chez moi. Comme je ne sais pas mon épouse, elle est Moyombe, comme je vous ai dit là-bas,
c'est chez moi aussi. Donc, pour le Congo central, l'UDPS, avec le Congo central, j'ai travaillé pour l'UDPS. Eh bien, à Kinshasa, comme j'ai dit au comité national, eh bien, sur le Sud Kivu, eh bien, on retiendra que pour l'UDPS. Ça, c'était l'histoire. Après le départ de Faustin Birindoa, les années 1993, eh bien, l'UDPS n'avait plus jamais tenu de meeting. Mais le seul meeting à ce jour, dans la ville de Bukavu, typiquement UDPS, rien que l'UDPS, c'est moi qui l'ai tenu. Les autres meetings, c'était avec le rassemblement, avec les autres partis politiques. Mais jusqu'à ce jour, le dernier meeting public, à part celui du président Tshisekedi, candidat Tshisekedi au Mulumba, le candidat Félix Antoine Tshisekedi, avec d'autres forces. Mais le seul meeting à ce jour, c'est celui que moi, j'ai eu à tenir à Bukavu. Et là, nous sommes en 2000. Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2008-2009. Donc voilà. Donc sur le plan, je continue à sensibiliser les Congolais. Moi, je crois en quelque chose, et c'est ça l'idée forte. Je continue à convaincre les Congolais que normalement la politique n'est pas faite pour les esprits faibles. Contrairement à ce qu'on dit ici, que voici la politique égale voler, égale tricher, égale. Non. Je continue à croire que pendant que la population dit qu'il n'y a plus de politiciens dans ce pays, moi je continue à croire dur comme fer qu'il est encore possible que les choses changent dans ce pays. Et là nous sommes en voie. Eh bien, il faudra qu'on y arrive absolument. Donc, nous devons continuer à croire que la politique, ce n'est pas l'art de voler, mentir, piller les sous du pays, non. Eh bien, nous continuons à prêcher l'espoir. Voilà, et l'événement qui vous a plus marqué dans la vie? Il y a beaucoup d'événements, il y en a beaucoup, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup le départ du président Tshisekedi négativement. Je ne pensais pas qu'un si grand homme, et effectivement je dois vous dire que je ne pleurerai jamais mon père qui m'a engendré, comme j'ai pleuré Tshisekedi au Mulumba. Cet homme, il a tout donné à ce pays. Il a engendré des hommes et des femmes pour ce Congo. Son départ a été très difficilement accepté par moi. Et il est parti à un très mauvais moment parce que en ce moment il venait de rapatrier ma famille qui était au Congo central. Il venait de rapatrier ma famille avec moi à Bukavu. Après mon maquis, comme j'ai dit, il est parti. J'attendais que le changement, effectivement, avec lui, que le changement commence avec lui. Dommage qu'il nous a quittés presque au moment où on ne s'y attendait pas. Alors, et l'événement qui vous a beaucoup plu, et c'est cet événement-là qui, à chaque fois quand vous y pensez, ça vous met vraiment très à l'aise et dans une position confortable, et surtout un événement qui vous réjouit à tout moment. L'événement qui me réjouit en tout moment, c'est lorsque nous avions eu notre première fille, notre premier enfant, notre première fille avec madame. Très content parce que nous sommes passés par un bon moment où on n'avait pas d'enfants, et puis nous avons eu des enfants. Là, vous savez, qu'en Afrique, lorsque vous n'avez pas d'enfants, vous n'engendrez pas, eh bien vous êtes la risée. Et comme moi j'étais seul garçon sur 9 enfants, eh bien, la tendance, il y en a qui pensaient que je n'allais pas avoir des enfants quand ça traînait. Eh bien, et la naissance de notre enfant, donc de la première enfant chez moi, ça a été une très grande joie pour moi. Et votre modèle sur le plan politique? Etienne Tshisekedi au Mulumba. Pourquoi? Cet homme, comme je vous ai dit, j'ai grandi à son ombre pratiquement. Il m'a marqué pour beaucoup. Cet homme avait le sens de la tolérance, le sens de comprendre les points de vue des uns et des autres. Et puis, donc c'est quelqu'un qui était opiniâtre lorsqu'il croyait en quelque chose. Il pouvait être seul contre tous. Tant qu'il croyait, il évoluait.
Et voilà, ça c'est ici au Congo, c'est cet homme-là qui est vraiment mon modèle, celui-là. Il est un Tshisekedi de Mulumba. Et votre préférence sur le plan alimentaire? Oh, je suis, comme je vous disais, que j'ai grandi au Congo central. Ben, c'est ce qu'on appelle chez les Bayombe les 3 pièces. Tsakamandeso. 3 pièces, et ben, quand on met le likaya, vous la grillez juste à côté, grillé à la braise. Le nguituna, comme on dit en Kiyombe, là, c'est ça mon plat préféré. Et vous aimez la culture? La culture, absolument. Absolument. Et quelle discipline artistique qui vous plaît très souvent? Oh, j'ai fait, en ce qui concerne les arts martiaux, j'ai fait les arts martiaux. Eh ben, j'ai fait le karaté. Là, c'est l'activité sportive. Ouais, ce sont les arts martiaux. Eh ben, lorsque vous parlez de la culture, la musique, eh ben, vous savez, lorsqu'on réfléchit beaucoup, eh ben, parfois on puise, parfois lorsqu'on réfléchit beaucoup, on puise aussi, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Alors, j'aime suivre la musique, les goûts divers, eh ben, congolaise, étrangère. Comme on dit, la musique, c'est l'art de combiner les sons de sorte que ça soit agréable à l'oreille. Très bien. Eh ben, même si vous pouvez ne pas entendre, vous pouvez ne pas comprendre la langue, mais lorsque la mélodie est, ça y est. Donc moi, c'est vraiment divers. Et sur le plan vestimentaire, votre tenue préférée? Oh, ma tenue préférée, c'est comme bleu ciel. Ça marche. La couleur bleue. Ah ouais, ça marche. En relax, en veste? Ce que nous faisons comme travail nous exige à être en costume. Eh ben, c'est ça. Le samedi, nous sommes en relax, il n'y a pas de souci. Samedi, dimanche. Mais les couleurs préférées, c'est ça. Et les politiciens qui vous a plus marqué sur le plan mondial, sur le plan africain? Ah, sur le plan mondial. Ici, les pays du Congo aussi. En Afrique, au Congo, c'est Tshisekedi de Mulumba. Vous savez que sur le plan international, en Afrique ici, ben, il y a des similitudes avec Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mais je crois beaucoup en Martin Luther King. Pourquoi? Il a développé une très bonne théorie de la défense des valeurs des Noirs, c'est-à-dire l'égalité des races, eh ben, par rapport à son contexte où les Blancs pensaient qu'il était supérieur. Eh ben, vous savez, le combat de cet homme-là a fait que que le monde évolue. Voilà. Voilà, alors on va très rapidement changer directement de cap pour cette fois-ci vous donner le temps d'argumenter sur les questions d'actualité. Hein. Parlons au Monseigneur Monsengo, on l'avait animé, c'était le mercredi, plutôt hier, c'était le mercredi, hein, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Alors dites-moi un peu, que représente Monseigneur Monsengo? Est-ce que son combat, ça sera un combat continuel? Est-ce que ces combats vont s'arrêter selon vous? Monseigneur Monsengo, cardinal, paix à son âme, mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à tous les clergés et à tous les fidèles de l'Église catholique et romaine du Congo et du monde entier. Comme je vous disais ici, déjà, 1991, j'adhère à l'UDPS, je suis actif à l'UDPS, et ça coïncide avec la conférence nationale souveraine, c'est 1991-1992, la CNS. Et qui était à la tête de la CNS, c'était Monseigneur Monsengo. Et en ce moment, le peuple congolais est mobilisé pour le concept qu'on appelle, jusqu'à ce jour, le changement. Et jusqu'à ce jour, ce vocable demeure toujours d'actualité, le changement. Quitter les régimes dictatoriaux vers les régimes démocratiques. Et le changement, qui le lâcha, qui le vulgarise ensemble, c'est Feu Etienne Tshisekedi de Mulumba, qui va être élu par la CNS Premier ministre contre le Canada de M. Mobutu. Donc à l'époque, on avait deux forces.
ce qu'on appelait la force obscurantiste du dictateur Mobutu et les forces acquises au changement. Voilà, l'histoire a tendance à se répéter. À l'époque, nous avions l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée, ISOR et alliés. Nous avons aujourd'hui l'union sacrée. Bon, alors, en ce moment-là, Monseigneur Monsengo représente le changement. Avec toute la puissance, eh bien, je ne vais pas jusqu'à rappeler qu'en 1900, on avait fermé la conférence. Il y a eu des marches des chrétiens catholiques et des personnes de bonne volonté acquises au changement pour que la conférence revienne. Monsieur Monsengo a été au four et au moulin, au front. Donc c'est vraiment un homme plein de valeurs qui nous a quittés. Et son combat, comme vous vous demandez si son combat va... Absolument, son combat continue. Et il s'est battu pour la promotion des valeurs. Eh bien, les mêmes valeurs vont continuer à être défendues par les uns et les autres qui ont cru, qui ont foi au changement, mais généralement ceux qui, parce que je n'aime pas en discuter trop, mais on ne peut pas comprendre que Dieu vous donne un pays comme celui-ci, aux richesses incommensurables, et que vous ne pensiez pas que le changement est possible. Eh bien, ces valeurs-là, de paix, de dignité dans ce Congo ici, ben, ce combat va continuer après Monseigneur Monsengo Passignan. Insécurité au Congo central, je ne sais pas si vous étiez informé. Qu'est-ce que vous allez comme ça proposer pour que demain ou après-demain, que cet événement ne puisse plus reprendre surface? Quel événement là? L'insécurité au niveau du Boma. Vous n'avez pas pris cela? Ah, au niveau de Boma. 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 Okay. Bon, mais vous savez, que ce soit à l'est, que ce soit à l'est du pays, que ce soit à l'ouest ou bien au centre, les efforts sont en cours. Ça veut dire quoi? Nous sommes à l'étape où nous sommes en train de déboulonner l'ancien régime qui a eu à causer, qui a beaucoup de ramifications. Eh bien, sur le plan sécuritaire, il faut des réformes qui permettent d'abord, je ne vais pas rappeler d'où nous venons, comment on a travaillé pendant presque 2 ans avec les gens de FCC, ces forces obscurantistes-là, avec à leur tête M. Kabangé. Eh bien, il a fallu s'en défaire. S'en défaire, ça ne demandait pas seulement un jour, ça demandait du temps. Mais maintenant là, ces systèmes FCC ne permettaient pas que le changement arrive, parce que eux avaient déjà préparé à ce qu'ils prennent le chef de l'État en otage, eh bien, qu'ils l'enferment dans une cage et que le mandat se termine sans que le changement ne revienne avec espoir de revenir au pouvoir. Dieu merci, les choses ont sûrement évolué. Ça veut dire, nous sommes arrivés maintenant au moment où nous avons un gouvernement de l'Union sacrée qui va amener des réformes sur le plan sécuritaire, dans l'armée, dans les services et des renseignements. Et d'ici là, vous allez vous voir que les choses vont changer. Vous apprenez ce qui se passe à Beni, à Goma aujourd'hui, comment on découvre qu'il y a dans l'armée des officiers qui retenaient l'argent des opérations militaires ici à Kinshasa et même à Goma. Eh bien, il y a des officiers qui déclaraient des faux effectifs. Voilà. Et bon, heureusement, nous sommes dans un système, dans un régime où chaque institution doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Nous sommes heureux qu'il y ait déjà des hauts gradés en prison, des hommes ministres en prison. Je pense que la série va continuer. Et on dit, mon frère, que au grand mot, de grands remèdes, nous sommes heureux que déjà, quand vous apprenez la tendance aujourd'hui, c'est qu'avec l'IGF qui fait son travail, les recettes sont en train de monter, les procès vont venir, eh bien, des gens iront imprimer. Plus les gens auront peur de la justice, plus les gens auront de moins en moins donc à faire du mal. Donc je suis très optimiste que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit à tous les niveaux, le changement est en train de venir pour dire que plus Félix Antoine Tshisekedi, du chef de l'État, est en train de prendre tous les leviers du pouvoir. Eh bien, vous savez que de la présidence jusqu'au groupement, jusqu'au secteur, eh bien, on va évoluer progressivement
les pesanteurs vont sauter une à une jusqu'à ce que nous allons réussir à imposer le changement avec de nouveaux dirigeants qui vont être installés. Monsieur Déo, la proposition de loi sur la congolité, est-ce que ça nous divise ou ça nous unit? Vous faites allusion à la loi de M. Peter Noël Tiani. Écoutez, la loi introduite par Ntsigui Pouloulou, cette proposition de loi. Oui. Honorable. Bon, je vous disais que moi, là, en face de vous, ça me fait 30 ans que je me bats pour la C'est juste un projet. L'état des lois. Projet de loi. Derrière Feu et Ntsigui Moulouman sont battus dans ce pays pour bientôt plus de 40 ans de lutte pour l'état des droits. L'état des droits suppose que chaque Congolais est libre de donner son point de vue sur la marche du pays, faire des propositions, initier même des pétitions envers l'autorité. Et l'état des droits suppose que la justice est au-dessus et elle est distribuée de manière équitable. Ça veut dire quoi? Pour moi, qui me suis battu pendant 30 ans, qui me bat encore, parce que je dois vous dire que la lutte continue. C'est comme ça que généralement quand quelqu'un me pose la question, est-ce que ça va, je dis je tiens bon. Parfois, mais comment vous tenez bon? Mais écoutez, j'estime qu'il y a encore un travail à faire. Nous sommes en train de travailler avec Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. À l'UDPS, nous l'accompagnons, nous travaillons, mais il y a encore un grand travail à faire. Bien entendu, nous avons déjà engagé beaucoup de résultats positifs. Mais dans une mer qui était très agitée, telle que les 50 ans, 32 ans de Mobutu, 18 ans de M. Kabangé, mais quand vous posez la question aux gens, les passeports revenaient à combien hier? Vous avez $200. Aujourd'hui, vous avez $100, vous avez un passeport 110, ainsi de suite. Mais quand vous voyez comment à l'époque les carburants gravitent, tous les 6 mois, on voyait des longues files de gens, les carburants n'étaient pas là. Depuis que nous sommes là au pouvoir, vous voyez que les choses ont tendance à se stabiliser. Donc, je disais que le changement est en train... Même sur le plan social. Sur le plan social, je vous dis que les choses sont en train de se mettre en route, progressivement, et ça va arriver, et nous y tenons. Alors, donc, je disais que nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Nous ne pouvons pas interdire à M. Tiani de réfléchir. Il réfléchit. Nous ne pouvons pas interdire à un député de réfléchir, initier une loi. Et nous pensons plutôt que si quelqu'un estime que tel n'agit pas bien, vous avez le droit de vous plaindre, saisir les cours des tribunaux pour dire non, tel marche sur mes droits. Mais à ce que nous constatons que, c'est ça. Mais pourquoi ça dérange? Mais ça dérangerait, mais quiconque ça dérange, nous sommes dans un débat tout à fait démocratique. Le Parlement est là, monsieur Pouloulou, le député Pouloulou introduit son projet, ça devrait suivre la démarche normale, la procédure normale au Parlement. Le débat est ouvert. Pour nous qui nous sommes battus pour la démocratie, je ne trouve pas d'inconvénient pour que Et quel est le côté positif de ces propositions de loi, de cette proposition de loi? Le côté positif. Je laisse celui qui l'initie, celui qui l'a initié de le Mais selon vous, en tant que fils du pays? En tant que fils du pays, moi, donne votre avis. Comme combattant de la liberté, je laisse chacun assumer ce droit. Librement, c'est pourquoi je me suis battu pendant 30 ans. Donc je ne m'ingère pas pour savoir, mais je laisse à monsieur, je laisse au député de défendre sa loi jusqu'au bout. Et j'attends comment ça va être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais je suis heureux de constater que la démocratie vit. La démocratie pour laquelle je me suis battu derrière Feu Etienne Tshisekedi, la démocratie vit. Voilà mon point de vue. Voilà une autre proposition de loi, projet de loi, c'est cette fois-ci l'honorable Daniel Mbaou qui aussi pense aux jeunes célibataires qui devront nécessairement se marier en proposant une loi sur la fixation de la dot. $500 dans des milieux urbains, $200 dans des milieux ruraux. Selon vous.
comment vous trouvez ces projets de l'honorable Daniel Mbao? Bon, Soukissa. je n'entre pas dans les détails, mais je constate qu'il y a des faits, des réalités sociales que nous avons. Et nous avons enregistré quelquefois des plaintes des personnes qui trouvent qu'on abusait finalement de la notion de dot. La dot est conçue comme étant une reconnaissance de la famille de l'homme, pour dire vous nous avez donné, parce que généralement on prend la femme pour épouse et elle va dans la famille de l'homme. Et la famille qui perd sa fille entre guillemets vers la famille de l'homme exprime, donc on lui doit une certaine gratitude. Ben, le cadeau devait s'entendre comme étant selon ce dont on dispose normalement. Et ça dépend d'une culture à l'autre. Ben, ma culture, je suis moi je suis Mouchik, du sud Kivu, précisément à Kabaré. Mais là-bas on parle en termes de vaches. De vaches accompagnées par des chèvres. Lorsque je suis allé me marier au Congo central, la culture avait changé. Là on ne parle pas des vaches accompagnées des chèvres, non. On parle plutôt d'une liste de biens que vous devez donner. Et là vous avez deux listes. La famille paternelle amène une liste et la famille de l'oncle maternel, chez la maman, on amène aussi une liste. Donc ça dépend d'une culture à l'autre. La difficulté qu'on va trouver ici, c'est comment concilier 450 tribus que nous avons ici au Congo, comment concilier toutes ces tribus-là, leur culture, en une seule loi. Comment on va devoir concilier ça? Or, vous savez, chaque peuple a sa culture. Et quand vous êtes en anthropologie, on vous dit que ce qui est difficile à changer, c'est la culture. Ça change, pour que ça change, ça prend beaucoup de temps. Ça résiste au changement. C'est la difficulté que cette proposition de loi va rencontrer. Si elle va rencontrer l'appui de Bashi, les Bashi de chez moi, elle risque de rencontrer une résistance chez les Bembe, rencontrer une résistance chez les Yombe et consorts. Donc c'est là que je trouve que ça va être difficile. Si par exemple on pouvait aller dans le sens de dire que selon la culture, que moi j'estime qu'on devait donner à la province de légiférer selon la culture locale, c'est-à-dire que la province qui est à mesure de répertorier, parce que si on doit amener ça au niveau de Kinshasa, on aura du mal à régenter les 450 tribus qui sont au Congo ici. Mais si nous décentralisons en province, et que la province maintenant, qui ne contiendrait que probablement une vingtaine de tribus, pouvait être à mesure de prendre un édit pour dire que vous êtes chez les Bashi, voici ne dépassez pas autant de vaches. Vous êtes chez il y a au nord Kivu, par exemple, je pense chez les Nandé, là on parle en termes de chèvres. Ainsi de suite. Donc, moi je crois que si on pouvait amener ce débat, décentralisé, l'amener au niveau des assemblées provinciales, pour que les assemblées provinciales qui ont les réalités directement locales, à un niveau micro, ça serait très intéressant. Mais bon, je laisse le débat continuer, comme je vais le dire. Nous sommes en démocratie. J'encourage, comme j'ai dit que je ne trouvais aucun inconvénient à voir les Congolais débattre sur les conditions d'accès aux fonctions chef de l'État. Eh bien, écoutez, M. Montiri, n'y a-t-il pas un débat sur les fonctions, sur les conditions d'accès à votre métier de journaliste? Est-ce qu'on ne parle pas des moutons noirs dans votre domaine du journalisme? On en parle, non? Autrement dit, autrement appelé si déjà on parle de ça à votre niveau, imaginez-vous les fonctions les plus élevées de chef d'État. Si déjà vous êtes jaloux de dire, mais qui devient journaliste? Vous posez la question, messieurs, vous avez étudié dans quelle institution? Est-ce l'IFASIC? Est-ce l'UNIKIN? Est-ce parce que maintenant, quand bon, je suis par moment le débat où on dit, mais les cartes de presse là qui circulent, ben finalement ça tombe dans les mains de n'importe qui. Vous avez ce débat-là. Oui, donc ce débat-là, nous permettons à ce que la communauté
la communauté, comme nous sommes battus pour la démocratie, que le débat ait lieu, qu'il soit démocrate. Vous savez que il n'y a rien qui soit précieux comme la liberté. Et c'est comme ça, comme vous me posez la question sur les résultats de notre régime actuel, vous voyez tous ces gens, tous les cadres de ce pays qui étaient en prison. Il y en a qui n'avaient plus le droit de fouler ce sol. Pendant que les étrangers venaient atterrisser et rentrer, mais il y a des Congolais qui n'avaient plus le droit de fouler ce pays ici. Il y a des gens qui n'avaient plus même le passeport dans ce pays ici. Mais Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, tous sont sortis de prison. Les noms comme Eddie Kapend, avait-il espéré un jour à être libre comme il est aujourd'hui? Jamais. Ils sont nombreux comme ça, Général Mounene, ils sont nombreux, parce qu'on parle de Moïse Katumbi. Vous savez comment il est rentré dans ce pays. Vous savez ce que le chef de l'État a fait pour qu'il revienne dans ce pays. Mais dommage qu'il y a des personnes, on entend aujourd'hui les gens disent non, UDPS, vous ne voulez pas de lui, vous ne voulez pas. Non, écoutez, nous UDPS, nous sommes battus pour l'état des droits dans ce pays. Nous laissons le débat avoir lieu, mais que les gens... Et cela ne fragilise pas l'union sacrée? Je ne crois pas que l'union sacrée soit fragilisée, comme j'ai eu à vous dire que, vous savez, la politique, on est censé la faire avec la tête, pas avec la passion. Nous avons les institutions qui fonctionnent ici. Nous avons la justice qui fonctionne. Si quelqu'un estime qu'il est lésé, pour moi, il saisit les cours des tribunaux. Vous savez que la loi, lorsque la loi est adoptée à l'Assemblée nationale, vous savez qu'avant qu'elle soit promulguée, il est demandé qu'on vérifie sa conformité à la Constitution. En ce moment-là, donc il y a encore des étapes à suivre. Il y a encore beaucoup d'étapes à suivre. Même si, d'abord, il faut qu'elle soit acceptée, et il faut qu'elle soit jugée recevable. Après qu'elle ait été jugée recevable, le débat doit avoir lieu. Après ce débat-là, à la Chambre basse, ça doit monter à la Chambre haute, le Sénat. Si ce n'est pas adopté dans le même sens, il faut encore mettre sur pied une commission qui doit procéder à l'harmonisation. Même quand tout est terminé, si ceux qui parlent aujourd'hui, non, voilà, il y aurait violation de la Constitution, voilà. Mais effectivement, il y a cette étape-là où on va poser la question à la Cour constitutionnelle pour dire si cette loi que le chef de l'État devrait, je parle le conditionnel, devrait promulguer, si elle est conforme à la Constitution. Ce n'est pas une politique d'exclusion. Et en ce moment-là, la Cour constitutionnelle répond. Si ce n'est pas conforme à la Constitution, la Cour, là, ça tombe. Ce n'est pas une politique d'exclusion selon d'autres opinions. Je vous ai dit comment fonctionnent les institutions du pays. Je vous ai dit comment quiconque les ait peut saisir les cours des tribunaux plutôt. Maintenant même, je vous ai dit comment cette loi, avant d'être promulguée par le chef de l'État, la question, on devra vérifier sa conformité à la Constitution, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas à s'alarmer. Il n'y a pas à s'alarmer. On a demandé, il ne faudrait pas que les personnes prennent une chose et son contraire. On vous dit chaque fois que il y a le revers... Ensemble, avec l'INC, c'est comme si... Comment l'UDPS va s'en sortir? D'abord, qu'est-ce vient faire l'UDPS ici? Bon, quand je parle de l'UDPS... Qu'est-ce que vient faire l'UDPS ici? Les gens essayent de... Vous avez vu l'UDPS initier un projet de loi? Et ceux qui pensent qu'il y a... Monsieur Noël Tiani appartient-il à l'UDPS? Je suis secrétaire général de l'agent de l'UDPS. Oui. Je ne connais pas monsieur Tiani comme appartenant à l'UDPS. Jamais. D'ailleurs, à l'époque, je pense qu'il était candidat. L'avez-vous vu se désintéresser au profit du candidat de l'UDPS? Jamais. Il a persévéré. Il n'y a aucun rapport entre nous et M. Tiani. En tout cas, il n'y en a pas. Donc, mais c'est... J'ai à vous dire que les Congolais, nous qui sommes battus pour l'état des droits, nous constatons que c'est la démocratie. Il y aura réellement des élections en 2023 parce qu'il y a déjà un front qui s'élève et surtout qui veulent à tout prix qu'il y ait des élections en 2023. De ce côté-là, laissez-moi vous dire, mon frère. Ils vont s'opposer à tout glissement. Laissez-moi vous dire que je suis tshisekidiste. Moi qui vous parle, je me suis battu dans ce pays contre M. Kabangé qui voulait glisser.
je me suis battu dans ces pays, comme je le disais, pour l'état de droit. La Constitution prévoit que après 5 ans, le mandat chef de l'État est de 5 ans, renouvelable. Une fois. Nous ne pouvons pas nous être battus dans ce pays pour l'état de droit, pour le respect des lois, de la Constitution, pour que nous-mêmes on revienne, pour qu'on soit partisans des violations des textes et de la Constitution. Moi qui vous parle en face de vous, ça ne me tente pas. Et c'est comme ça que moi je peux même me mettre en garde. Parce qu'il y a des chantres par moment, vous savez, quand on est dans un régime, il y a des chantres qui viennent par moment. Parfois, vous savez, ce régime n'est pas, il n'y a pas que l'UDP 100% qui est au pouvoir. Non, il y a d'autres personnes qui sont avec nous au pouvoir, venus d'où, par moment, vous analysez, il y a des amis, il y a, mais pour nous UDPiens, 100%, pour nous Tshisekedi, fidèles à la logique de feu Tshisekedi Moulumba, nous nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays. L'état de droit veut dire respect des textes. Le chef de l'État est même revenu sur ça lui-même. Même le Premier ministre, tout récemment, lorsqu'il est entré en fonction, il a promis que l'élection aura lieu. Les élections auront lieu dans ce pays en 2023. Et nous, l'UDPS, on se prépare pour ça. Regardez, quand vous voyez la tournée du secrétaire général de l'UDPS, mon titulaire, à travers le Congo central, il a commencé, c'est Kinshasa. Lorsqu'il présentait chaque fois, lorsqu'il investissait les comités fédéraux, au même moment, il présentait la commission électorale permanente de l'UDPS. Dans chaque fédération, nous avons la CEP, qui est là pour veiller au processus électoral, aussi bien interne qu'externe. Donc, à travers le Congo central et le Bandundu, tout ça, eh bien, le secrétaire général a présenté la CEP. Donc, l'UDPS se prépare aux élections, que les gens ne pensent pas. Au contraire, ce sont eux qui ont peur des élections. Nous sommes en train d'aller aux élections qui se préparent. Voilà, le Sénat avait adopté le lundi 19 juillet, en seconde lecture, le projet de loi plutôt portant prorogation de l'état des sièges. C'est pas quel est votre avis sur cette prorogation? Non, écoutez, l'état des sièges a été proclamé par le chef de l'État. D'ailleurs, il y a peu, j'étais en mission du parti à l'est du pays. Je suis passé par l'Ituri. Je suis passé par le Nord Kivu. Là, les populations n'aspirent qu'à la paix. Il y a les groupes armés qui pullent de ce côté, aussi bien nationaux qu'étrangers. Ben, ils ont accueilli positivement l'état d'urgence, donc l'état de siège. Et bien maintenant là, le travail est en train de se faire. Alors comme vous savez, il y a un délai dans lequel il faut que ça soit prorogé. Eh bien, nous sommes heureux qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que le travail va se terminer. Quand vous suivez les résultats, les groupes armés sont en train de se rendre. Vous venez de suivre tout récemment qu'il y a la mission d'inspection des forces armées qui est descendue dans cette région-là. Eh bien, maintenant là, je vous disais en pleine émission ici qu'on découvre qu'il y a l'argent destiné aux opérations qui était retenu à certains endroits. Nous sommes en train, le développement continue dans tous les secteurs, y compris dans l'armée exactement. Voilà, nous avons fini. Juste vous poser la question de savoir, ce séminaire des 3 jours pour le renforcement des capacités des membres du gouvernement, Samadou Koundé, comment avez-vous trouvé cela, cette initiative du président de la République? L'initiative est bonne. Vous savez, lorsque le chef a un cap qu'il doit atteindre, et surtout pour les 100 jours. Il doit partager ses idées, il doit donner des instructions, se rassurer qu'il les met sur la même longueur d'onde avec son équipe. Il ne faudrait pas qu'on en arrive où quelqu'un membre du gouvernement va dire que moi je ne le savais pas. Donc moi j'accueille ça positivement, dans la mesure où le chef de l'État va partager sa vision. Vous savez, ce gouvernement dit d'union sacrée est composé de personnalités de divers horizons, sur le plan idéologique, sur le plan politique. Je pense que il est... Donc ils doivent mettre sur la même longueur d'onde. Ils doivent
il est impérieux que le chef de l'État leur explique, voici le cap à suivre. Vous savez que dans une équipe, on n'a jamais de chef. Le chef explique où il veut aller. Et pour que demain, personne ne vienne pas dire, non, non, moi je ne le savais pas. Voilà, et surtout que les résultats sont vraiment très très attendus, sont très très exigés. Et moi je comprends les populations congolaises dans la mesure où elles sont très très exigeantes et c'est de leur droit en fait. Et c'est comme ça que moi-même j'aime être vraiment exigeant vis-à-vis des collègues, des partenaires avec qui nous travaillons. J'estime que le peuple mérite mieux et nous donnerons mieux au fil du temps progressivement. Et quel est l'axe prioritaire qu'on doit plus insister? Malheureusement, le Congo ici, lorsque nous accédons pour être tout est au rouge, eh ben, parce que nous parlons encore du déboulonnement. Ce déboulonnement, c'est ce qui est pour moi prioritaire. Il faut qu'il puisse être accéléré davantage. Il faut qu'on arrive à extirper tous les vers du fruit Congo. Vous voyez aujourd'hui, dans tous les ministères, toute l'administration aujourd'hui est gangrenée par l'ancien régime, au point qu'il résiste au changement. Il faut qu'absolument on puisse foncer, que rapidement on puisse amener du sang des hommes et des femmes nouveaux qui puissent être acquis au changement pour que les populations vivent rapidement les grands changements que nous attendons. Merci, M. Déo, secrétaire général adjoint de l'UDPS. À la prochaine occasion, si vous aurez encore le temps. Nous aurons sur le temps quand vous nous invitez, le temps quand il est question de communiquer avec la population à travers vous. Nous serons là et je vous remercie pour l'invitation, mon frère. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi. Merci à Moron Djambé qui a réalisé cette émission, à Bruno Nzinga et qui est à l'exploitation, programmation Ove Makonda, coordination Alain Kabongo, prise de vie Olivier Longwango. Doudou Montir vous aime beaucoup. Si vous voulez intervenir, et peut-être votre avis que vous jugez peut-être contraire à ce que notre invité venait d'évoquer, vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de vos écrans, plus 243 89 61 52 634, rediffusion samedi à 9h. Ciao et bonne suite de programme. Voilà.